Les gardes forestiers connaissent chaque centimètre carré de leur territoire. Ils ne se perdent pas, ils ne paniquent pas, ils ne laissent pas leur radio dans leur voiture et ils ne s'aventurent pas dans le brouillard sans raison. Ils savent où sont les dangers, où sont les endroits sûrs et où sont les zones interdites. Ils sont des cartes vivantes, des règles ambulantes, la dernière ligne de défense entre les touristes et la nature sauvage. Et pourtant, à maintes reprises, dans différentes régions des États-Unis, ces personnes disparaissent, non pas dans des accidents, ni dans des attaques, ni dans des incidents insignifiants. Elles disparaissent à des endroits où rien n'aurait dû mal tourner. À Big Sur, à Glacier, dans les Smoky Mountains, des gardes forestiers expérimentés qui parcourent les mêmes arbres sentiers depuis des années, disparaissent soudainement sans laisser de traces. Le dernier contact radio est calme, routinier, puis le silence, la voiture est garée, le moteur tourne, la porte est ouverte, la radio est allumée, mais la personne a disparu. Les traces mènent le long du sentier et s'arrêtent sur un terrain plat, comme si la personne avait simplement cessé d'exister. Les chiens de recherche, qui ne se trompent jamais, s'assoient soudainement et refusent de continuer. Les corps sont retrouvés des années plus tard, dans des endroits où une personne ne pourrait physiquement pas se rendre vivante, dans des grottes, des crevasses, des forêts denses, à des hauteurs où la glace et le brouillard ne laissent aucune chance de survie. Les vêtements sont retirés, les carnets sont vides, et la cause du décès est inconnue. Il ne s'agit pas seulement de disparition, c'est autre chose, quelque chose qui sait où et quand disparaître, et quelque chose qui ne laisse aucune trace menant à lui-même. Aujourd'hui, vous allez entendre 3 histoires sur des gardes forestiers qui ont disparu dans des parcs nationaux américains. 3 personnes qui connaissaient leur territoire mieux que quiconque. 3 disparitions qui ne correspondent pas à l'image simpliste d'un accident. Le 19 mars 1991, Deborah Castillo, garde forestière senior âgée de 42 ans, a commencé une patrouille de routine dans la zone côtière du parc national de Big Sur, en Californie. Au cours de ses 16 années de service, elle s'était imposée comme l'une des employées les plus fiables du parc, connaissant chaque mètre du littoral, de Point Sûr à Limekiln. Big Sur n'est pas seulement une côte pittoresque, c'est une région où les chaînes de montagnes de Santa Lucia plongent abruptement dans l'océan Pacifique, formant des falaises pouvant atteindre plusieurs milliers de mètres de haut, des canyons étroits et des zones où le brouillard marin s'élève soudainement, réduisant la visibilité à 0 en quelques minutes. La zone que Deborah patrouillait ce jour-là se trouvait à environ 365 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Il s'agissait du sentier Evolson, un itinéraire très fréquenté qui serpente à travers les séquoias côtiers et mène à des points de vue surplombant la mer. Les jours précédents, la région avait connu une série de fortes pluies typiques du printemps californien et plusieurs sections des sentiers avaient été endommagées par des glissements de terrain. La tâche de Deborah consistait à inspecter l'état de l'itinéraire, à enregistrer les dommages et à déterminer si les sections dangereuses devaient être temporairement fermées. Le matin, elle quitta le bureau du parc, laissant derrière elle une fiche d'itinéraire standard indiquant les points d'inspection prévus et l'heure estimée de son retour. Le temps était changeant. Le brouillard matinal se dissipait progressivement, mais d'épais nuages blancs continuaient à s'élever de l'océan, obscurcissant périodiquement la vue sur les sections supérieures des sentiers. La température restait autour de 12 degrés. Le vent était faible et aucune précipitation n'était prévue. À 10h47, Deborah a pris contact via la radio de service. Le message était bref et concernait une observation qu'elle venait de faire.
Elle a informé le répartiteur qu'elle pouvait voir une étrange lueur dans le brouillard au-dessus de l'océan. Elle allait descendre plus près du bord de la falaise pour l'examiner de plus près. Sa voix était calme, sans signe d'inquiétude ou d'urgence. Aucune autre explication sur la nature de la lueur n'a suivi, et la communication s'est terminée de manière standard. Ce fut le dernier contact radio avec Deborah Castillo. Comme elle n'avait pas pris contact à midi comme prévu, le répartiteur a essayé de la joindre à nouveau. Il n'y a eu aucune réponse. Après plusieurs tentatives infructueuses pendant une demi-heure, la décision a été prise d'envoyer une patrouille pour vérifier si elle allait bien. Au début de la journée, le SUV de service de Deborah était égaré sur l'un des parkings au début du sentier Evoltsen. Lorsque ses collègues se sont approchés de la voiture, ils ont constaté que les portes n'étaient en maudit pas verrouillées, ce qui était inhabituel pour une garde forestière qui suivait toujours le protocole. Le moteur était froid et les clés avaient disparu. Une radio de service était posée sur le siège avant. Le fait que la radio se trouvait dans la voiture et non sur le Ranger a immédiatement déclenché l'alerte. Une radio est un équipement essentiel pour une patrouille en solo, en particulier dans une zone où la visibilité était variable et le terrain accidenté. Deborah était une employée expérimentée et ne s'éloignait jamais beaucoup du sentier sans moyen de communication. Cependant, la radio sur le siège indiquait que la dernière transmission, à 10h47, avait été effectuée depuis la voiture et non depuis le point d'observation. Cela ne correspondait pas à sa déclaration selon laquelle elle avait l'intention de descendre au bord de la falaise. Si elle se rendait à la falaise, elle aurait dû emporter la radio avec elle. De plus, la distance entre le parking et le point de vue le plus proche, au-dessus de l'océan, était d'environ 200 mètres en descendant le sentier. Il était physiquement impossible de voir la mer et le brouillard qui la recouvraient depuis le parking, la vue étant bloquée par les arbres et la différence d'altitude. Une opération de recherche et de sauvetage a immédiatement été organisée. 3 chiens de recherche accompagnés de leur maître ont été envoyés sur place. Les chiens ont repéré l'odeur des effets personnels de Deborah laissés dans la voiture et ont commencé leur travail. La piste menait sans hésitation vers l'océan. Les chiens avançaient de manière synchronisée, sans hésitation, indiquant que l'odeur était fraîche et claire. Ils ont parcouru environ 200 mètres jusqu'à une section du sentier qui menait au bord d'une falaise surplombant directement l'océan Pacifique. Là, sur une zone relativement plate au bord de la falaise, les 3 chiens se sont couchés simultanément. Ils ont commencé à gémir, refusant d'avancer. Les maîtres chiens ont essayé de les diriger vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, mais les chiens ne réagissaient pas, restant couchés et émettant des sons discrets, presque humains, exprimant leur inquiétude. Un tel comportement est rare et indique généralement que les chiens ont rencontré quelque chose qui dépasse leur expérience acquise lors de leur dressage. Il n'y avait aucun signe visible de lutte, de chute ou de présence d'une autre personne sur le site. Le bord de la falaise était relativement stable, sans éboulis récents. En contrebas, à plusieurs centaines de mètres, l'océan venait se briser contre les dérochés. Pourtant, rien sur la pente n'indiquait qu'un corps était tombé. La végétation sur la falaise était intacte et les pierres, elles, étaient à leur place. Les recherches ont été étendues à toute la côte sur plusieurs kilomètres. Des hélicoptères des gardes-côtes ont été utilisés pour surveiller la côte depuis le bas et les pentes depuis le haut. Tous les sentiers accessibles ont été vérifiés. Plusieurs canyons difficiles d'accès ont été descendus. Et les grottes et les crevasses rocheuses ont été examinées. Des dizaines de sauveteurs, de bénévoles et de collègues de Deborah provenant d'autres parcs nationaux de Californie ont participé à l'opération pendant 2 semaines. Aucune trace n'a été trouvée, aucun vêtement,
aucun équipement, aucun corps. Deborah Castillo a été officiellement déclarée disparue, en supposant qu'elle était peut-être morte à la suite d'un accident, après être tombée d'une falaise ou avoir été ensevelie sous une masse de terre et de rochers lors d'un glissement de terrain soudain. 6 ans et demi plus tard, le 14 novembre 1997, un groupe de randonneurs parcourait une partie peu connue de la côte de Big Sur, à environ 30 km au nord de l'endroit où Deborah avait disparu. Il s'agissait d'une zone située à environ 850 mètres d'altitude, soit 500 mètres plus haut que l'endroit où la piste du chien s'était arrêtée. Le terrain était constitué de pentes raides, couvertes d'arbustes bas et de rochers apparents. La zone n'était pas sur les itinéraires populaires et était rarement visitée. L'un des touristes remarqua une petite grotte dans la roche, une dépression naturelle partiellement cachée par la végétation. Poussé par la curiosité, il s'en approcha et aperçut une paire de bottes à l'entrée. Les chaussures étaient soigneusement disposées, les pointes vers l'extérieur, comme si elles avaient été retirées et placées là avant d'entrer. En regardant à l'intérieur de la grotte, le touriste aperçut un corps humain. La découverte a immédiatement été signalée aux autorités. Une équipe d'enquêteurs et des experts médico-légaux ont été dépêchés sur place. Le corps a été retrouvé dans une petite grotte à environ 3 mètres de profondeur. Il était couché sur le côté, dans une position similaire à celle d'un fœtus. L'uniforme du garde forestier avait été retiré et soigneusement plié à côté du corps. Veste, pantalon, chemise, tout était empilé comme si la personne s'était méthodiquement déshabillée. Les bottes, comme déjà mentionné, se trouvaient à l'entrée. D'après les documents trouvés dans la poche de la veste, le corps a été identifié comme étant celui de Deborah Castillo. En plus des papiers, son carnet de travail se trouvait dans une pochette étanche dans sa poche. Le carnet était ouvert à la dernière page. La page était vierge. Aucune note n'avait été prise après le 19 mars 1991. La dernière note datait de la veille et concernait des observations de routine sur l'état du sentier. L'examen médico-légal a rencontré des difficultés importantes. Le corps était resté dans les conditions relativement sèches de la grotte pendant plus de 6 ans, ce qui a entraîné une momification partielle des tissus mous. La cause exacte du décès n'a pas été établie. Il n'y avait aucun signe apparent de blessure compatible avec une chute d'une hauteur importante. Il n'y avait pas de fracture, de traumatisme crânien, ni de lésions internes visibles au moment de l'examen. L'état des tissus ne permettait pas de déterminer si le décès était dû à l'hypothermie, à la déshydratation ou à d'autres causes. La question clé restait posée. Comment Deborah s'est-elle retrouvée à 30 km au nord de l'endroit où son sentier s'arrêtait et à 500 mètres plus haut? Le chemin entre le dernier endroit connu où elle a été vue et la grotte était difficile. Ce n'était pas un sentier. Il s'agissait de pentes raides, de fourrés denses et de zones rocheuses, sans repères visibles. Pour une personne désorientée, il semblait improbable de parcourir une telle distance avec un dénivelé de plus de 500 mètres. De plus, la direction prise était illogique. Si Deborah se trouvait au bord de la falaise face à l'océan et avait perdu ses repères, la direction naturelle à prendre aurait été soit de remonter le sentier jusqu'au parking, soit de longer la côte. Se diriger vers l'intérieur des terres, remonter la pente, traverser des zones sans sentier, nécessitait un choix conscient de la direction à prendre. Le fait qu'elle ait été retirée ses vêtements pourrait indiquer un déshabillage paradoxal, un symptôme connu du stade final de l'hypothermie. Cependant, les conditions météorologiques du 19 mars 1991 n'étaient pas extrêmement froides. La température diurne oscillait autour de 12 degrés, tombant à 5 degrés la nuit. Pour une personne portant une veste d'uniforme et ayant l'expérience de la survie dans diverses conditions,
ces températures ne sont pas critiques. De plus, si l'hypothermie s'est développée progressivement, on ne comprend pas comment Deborah a pu parcourir une distance aussi importante avec un dénivelé positif, étant donné que l'hypothermie s'accompagne de faiblesse, de perte de coordination et d'épuisement rapide. La page blanche dans le carnet a également soulevé des questions. Deborah était une garde forestière, disciplinée qui consignait soigneusement toutes ses observations inhabituelles. Ses propos à la radio au sujet d'une étrange lueur dans le brouillard auraient dû être consignés dans ses notes. Cependant, le carnet ne contenait aucune nouvelle entrée après le 18 mars. Cela pourrait signifier qu'elle n'a pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit après être sortie de la voiture ou que, pour une raison quelconque, elle n'a pas jugé nécessaire de consigner ce qui se passait. L'emplacement de la grotte était également un mystère. La zone où elle a été découverte ne faisait pas partie de la zone de recherche active en 1991. Les équipes de recherche s'étaient concentrées sur un rayon de plusieurs kilomètres autour de la dernière trace connue, partant du principe qu'une personne ne pouvait pas avoir parcouru une plus grande distance en si peu de temps. La grotte se trouvait bien au-delà de ce rayon, dans une direction qui n'avait pas été envisagée. La conclusion officielle de l'affaire était restée ouverte, mort dans des circonstances inexpliquées. La famille de Deborah a reçu sa dépouille pour l'enterrer. Ses collègues ont érigé un petit mémorial sur le sentier Evoltson, là où la piste des chiens s'arrêtait, avec une plaque portant son nom et ses dates de service. Officiellement, l'affaire était close, mais au sein de la communauté des gardes forestiers de Big Sur, elle restait une source de préoccupation. L'étrange lueur dans le brouillard que Deborah avait signalée lors de son dernier contact radio n'a jamais été expliquée. Big Sur connaît périodiquement des effets optiques associés au jeu de lumière dans le brouillard marin. Réfraction, réflexion de la lumière du soleil par les gouttelettes d'eau et phénomènes rares tels que le spectre de Brocken. Cependant, aucun de ces effets n'explique pourquoi un garde forestier expérimenté a laissé sa radio dans la voiture et descendu au bord de la falaise, puis a marché 30 km sur un terrain accidenté dans un état incompatible avec un comportement rationnel. Le cas de Deborah Castillo a été ajouté à la liste non officielle des disparitions anormales sur la côte ouest, où des éléments similaires se répètent avec une régularité alarmante. Une personne expérimentée et familière avec la région disparaît par bonne visibilité après avoir signalé quelque chose d'inhabituel. Les chiens de recherche perdent la trace à un endroit où il n'y a aucun obstacle visible. Le corps est retrouvé des années plus tard dans un endroit où la personne n'aurait pas pu se rendre physiquement dans son état et dans le temps disponible. Les vêtements sont retirés, les carnets sont vides. La cause du décès reste inconnue. En août 1988, le garde forestier James Halverson a disparu dans le parc national de Glacier, dans le Montana. 6 ans plus tard, son corps a été retrouvé à une altitude de 9200 pieds, soit 1600 pieds au-dessus de la dernière trace, dans une étroite crevasse entre des rochers. La version officielle est qu'il est tombé dans une crevasse, mais certains détails ne cadrent pas avec l'image simpliste d'un accident. James Halverson, âgé de 51 ans, travaillait comme garde forestier dans le parc national de Glacier depuis 23 ans. Avant cela, il avait servi dans l'armée, puis dans le service forestier. Ses collègues le décrivaient comme un homme calme, discipliné et très expérimenté. Il connaissait le parc mieux que quiconque, chaque sentier, chaque glacier, chaque endroit dangereux. En août 1988, il effectuait une patrouille en solo dans la région de Grizzly Peak, à une altitude d'environ 2300 mètres.
Le terrain est accidenté. Glaciers, pentes raides, crevasses et conditions météorologiques difficiles. Le matin du 7 août, James s'est mis en route. À midi, il a contacté le répartiteur et lui a signalé que le temps était beau, que la visibilité était excellente et que tout était calme. Sa voix était normale, sans aucun signe de stress. Le répartiteur a noté l'heure et les coordonnées. 2 heures plus tard, le répartiteur a tenté de le contacter à nouveau, mais il n'y avait que le silence. Aucune réponse, aucune interférence, aucun sifflement. Seulement le vide dans le canal. Ils ont essayé plusieurs fois pendant 1 heure, en vain. Ils ont commencé à s'inquiéter. Le soir venu, une opération de recherche a été annoncée. Le matin du 8 août, un groupe de 8 personnes, composé de gardes forestiers, de sauveteurs et d'un médecin, s'est mis en route sur le parcours de James. Le temps était clair, avec presque pas de vent. Le sentier longeait une pente, puis traversait un champ de glaciers. Quelques heures plus tard, le groupe a trouvé son sac à dos et sa radio sur le sentier, à environ 3 km du dernier point de contact. Le sac à dos était posé soigneusement, sans être déchiré ni jeté. À l'intérieur se trouvait une carte, une trousse de premiers secours, des provisions, un thermos et des effets personnels. La radio était allumée, l'antenne était intacte, mais le microphone était arraché, non pas déconnecté proprement, mais arraché avec un morceau de fil. À proximité sur le sol se trouvaient les empreintes de ses bottes. Elles étaient profondes et nettes, comme s'il était resté debout au même endroit pendant longtemps, plusieurs minutes, peut-être 10. Les empreintes n'étaient pas chaotiques ni hésitantes, mais régulières, comme s'il s'était simplement tenu debout et avait regardé devant lui. Puis, le sentier menait tout droit au bord du glacier et s'arrêtait. Il n'y avait pas une seule empreinte sur la glace, pas une seule trace indiquant qu'il était revenu. L'équipe de recherche examina le bord du glacier. Il y avait une crevasse profonde, avec une paroi abrupte. Les 10 traces ne longeaient pas le bord. Elles ne tournaient pas sur le côté, mais menaient tout droit vers la falaise et disparaissaient. Le groupe descendit à l'aide de cordes et examina la crevasse jusqu'à une profondeur d'environ 30 mètres. Aucun signe de James, aucun effet personnel autre que ceux déjà trouvés. Aucun signe de lutte, pas de sang, pas de feu de camp. Plus tard, 5 chiens de recherche ont été amenés pour aider aux recherches. Tous les 5 ont conduit à l'endroit où les traces s'arrêtaient. Ils n'aboyaient pas, ne semblaient pas suivre une piste. Ils se mirent eux tous à hurler. Leur poil se hérissa et ils reculèrent du bord du glacier, refusant d'aller plus loin. Les maîtres chiens ont déclaré n'avoir observé ce comportement que lorsque les animaux sentaient quelque chose qui les effrayait, pas seulement une odeur, mais quelque chose qui provoquait une peur instinctive. Les recherches se sont poursuivies pendant 10 jours. Ils ont fouillé toutes les pentes, les ravins, les grottes et les glaciers à proximité. Aucune trace de James, aucun signe indiquant qu'il aurait pu survivre et s'en aller. Rien. La version officielle était que James Halverson était probablement tombé dans une crevasse du glacier. Le corps n'avait pas été retrouvé en raison de la profondeur de la crevasse et du mouvement de la glace. L'affaire a été classée comme accident. Sa famille a été informée, mais elle n'a pas accepté cette conclusion. Elle a engagé un détective privé qui a étudié la région, interrogé les habitants et analysé les registres des dispatchers. Sans résultat. 6 ans ont passé. Le 3 septembre 2004, un groupe d'alpinistes escaladait le Grizzly Peak à environ 2800 mètres d'altitude. C'est 500 mètres au-dessus du dernier endroit où James a été vu, dans une zone sans sentier, uniquement recouverte de glace et de rochers. Les alpinistes cherchaient un autre itinéraire lorsqu'un d'entre eux a remarqué un corps dans une étroite crevasse entre les pierres. Le corps était couché sur le côté dans un endroit sec, à l'abri du vent. Le visage était partiellement endommagé, mais le corps a pu être identifié grâce à la forme du crâne.
aux restes d'un uniforme de garde forestier et aux documents trouvés dans la poche. Il s'agissait de James Halverson. Le corps était en bon état compte tenu de l'altitude et du temps écoulé. Il n'était pas en état de décomposition avancée et n'avait pas été dévoré par les animaux. Selon l'évaluation de l'expert, la mort était due à l'hypothermie et à la déshydratation, probablement quelques 2 jours après sa disparition. Il n'y avait aucun signe de mort violente ni de fracture, ce qui indiquait une chute d'une grande hauteur. Mais il y avait quelques anomalies. Il portait une montre de travail au poignet. Les aiguilles s'étaient arrêtées à 14h23, précisément l'heure à laquelle le contact avec le répartiteur avait été perdu. Mais le calendrier de la montre indiquait le 11 août 1988, soit 4 jours après sa disparition. La montre était simple, mécanique, sans aucun composant électronique complexe. Ce type de montre ne peut pas sauter à une autre date à moins d'être réglé manuellement. Mais le mécanisme était intact, le ressort n'était pas cassé, il n'y avait pas de pile. C'était une montre mécanique. Rien n'indiquait que quelqu'un l'avait réglée. La deuxième anomalie concernait son arme de service. Le pistolet qu'il portait toujours à la ceinture n'était ni sur son corps, ni à proximité. Dans ses poches, dans son sac à dos, dans la crevasse, rien. L'arme n'a jamais été retrouvée. La troisième anomalie concernait les empreintes de pas. Entre le bord du glacier et l'endroit où il a été retrouvé, il y avait environ 2,5 km de terrain accidenté, avec un dénivelé de 480 mètres. Il n'y a pas de sentier à cet endroit, seulement de la glace, des rochers et des crevasses. Si James avait marché là vivant, il aurait dû y avoir des empreintes de pas, dans la neige, sur la glace, sur les rochers. Mais l'équipe de recherche qui est arrivée après les alpinistes n'a trouvé aucune trace menant à la crevasse. Il n'y avait tout simplement aucune trace menant là-bas. L'examen a montré que le corps avait pu être déplacé après la mort. Peut-être que quelqu'un l'avait transporté et laissé dans la crevasse. Mais qui et pourquoi? La version officielle n'a pas changé. La mort a été jugée accidentelle, une chute dans une crevasse, le corps transporté par la glace jusqu'à l'endroit où il a été retrouvé. La montre a été attribuée à un dysfonctionnement, tandis que l'arme a été attribuée à une perte lors de la chute ou à un vol par des animaux. L'affaire est close. Mais ceux qui connaissaient Grantee James ont encore des questions. L'un de ses collègues, un garde forestier nommé Tom, a déclaré que James était très prudent. Il ne s'approchait jamais du bord du glacier sans équipement de sécurité et vérifiait constamment la glace avant de marcher dessus. Il ne pouvait pas simplement rester debout au même endroit et tomber dans une crevasse. Il n'aurait pas pu perdre son arme sans le signaler par radio. Tom a déclaré que dans la région de Grizzly Peak, il existe des légendes selon lesquelles d'étranges créatures vivraient dans les glaciers. Les habitants et les anciens gardes forestiers ont mentionné des silhouettes bipèdes proéminentes qui apparaissent dans le brouillard, observant les gens sans les attaquer. Certains ont déclaré que ces créatures pouvaient transporter des corps et les abandonner dans des endroits isolés. Tom n'a pas prétendu que c'était vrai. Il a simplement dit qu'il y avait beaucoup de choses étranges dans les montagnes qui ne pouvaient pas toujours s'expliquer par la logique. Que James était trop expérimenté pour disparaître comme ça. Que les traces, les chiens, la montre, l'arme, rien de tout cela ne collait avec une explication simple. La famille de James n'arrive toujours pas à accepter cette situation. Elle ne croit pas à la théorie de la chute. Elle pense qu'il a peut-être été enlevé, qu'il lui est arrivé quelque chose, que son corps ne se trouvait pas là par accident. Mais rien ne peut être prouvé. Il n'y a pas de traces, pas d'armes, pas de témoins. Il n'y a que le corps, la montre arrêtée à 14h23 et le calendrier indiquant le 11 août. Et il y a une question à laquelle personne ne peut répondre. Comment le corps d'un garde forestier qui a disparu à une altitude de 2300 mètres s'est-il retrouvé à une altitude de 2800 mètres
dans une crevasse étroite entre des rochers, sans qu'aucune trace ne mène à cet endroit? Le 14 octobre 2002, Maria Sanchez, garde forestière, âgée de 29 ans, a commencé sa patrouille quotidienne dans la région proche du Clingmans Dome, dans le parc national des Great Smoky Mountains. Ce sommet de 2017 mètres est le point culminant du parc et l'un des endroits les plus visités à la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord. En automne, la région est particulièrement sujette à des changements soudains de visibilité. Le brouillard s'élève des vallées en quelques minutes, transformant les sections ouvertes des sentiers en un voile blanc où les repères disparaissent, et une distance de quelques dizaines de mètres devient un obstacle insurmontable à la vision. Maria travaillait dans le parc depuis 5 ans, ayant commencé son service immédiatement après avoir suivi la formation de garde forestière. Son secteur comprenait les zones supérieures de la crête, où se trouvaient là plusieurs sentiers et plateformes d'observation très fréquentées. Ses tâches consistaient à patrouiller, à faire respecter les règles applicables aux visiteurs, à aider les randonneurs perdus et à enregistrer l'état des infrastructures. Ses collègues la décrivaient comme une employée attentive et méthodique qui documentait méticuleusement chaque détail de ses patrouilles. Le 14 octobre était une journée d'automne typique dans les Smoky Mountains. Couverture nuageuse variable, humidité élevée, température avoisinant les 10°C et brouillard intermittent. La visibilité variait de plusieurs centaines de mètres à moins de 30 mètres lorsque le brouillard recouvrait complètement les pentes. Ces conditions n'étaient pas considérées comme extrêmes pour la région. Elles n'entraveillaient pas le travail de patrouille, mais exigeaient une attention accrue. Vers 15 heures, Maria a passé un appel radio prévu sur sa radio de service. Le message était bref. Elle se trouvait sur une section du sentier près du parking de Clingmans Dome, à une altitude d'environ 1900 mètres. La visibilité était limitée par le brouillard et il y avait peu de visiteurs. 1 heure plus tard, à 15h40, un autre contact radio a suivi. Cette fois-ci, il y avait dans sa voix une note que le répartiteur a ensuite décrite comme une « curiosité contenue ». Maria a signalé avoir entendu un bruit inhabituel, semblable à un bourdonnement à basse fréquence, et avait l'intention de continuer à marcher sur le sentier pour en déterminer la source. Ce fut le dernier contact radio avec Maria Sanchez. Comme elle n'avait pas pris contact à 17h comme prévu, le répartiteur a tenté de la joindre à plusieurs reprises. La radio ne répondait pas. Après 22 minutes de tentative infructueuse, la décision a été prise d'envoyer une patrouille pour vérifier si elle allait en bien. À 18h, alors que la lumière du jour déclinait et que le brouillard s'épaississait, les collègues de Maria sont arrivés au parking de Clingmans Dome. Son camion de service était égaré à quelques dizaines de mètres du départ du sentier. Ce qu'ils ont vu les a immédiatement alarmés. Le moteur du véhicule tournait au ralenti, les phares étaient allumés et la portière du conducteur était grande ouverte. Les clés étaient montées sur le contact. À l'intérieur de la cabine, les effets personnels de Maria étaient posés sur le siège. Un sac à dos, un thermos et un dossier contenant des documents. La radio de service qu'elle était censée porter à la ceinture avait disparu, ce qui signifiait qu'elle l'avait emportée avec elle lorsqu'elle avait quitté la voiture. Il semblait que Maria était sortie précipitamment de la voiture sans couper le moteur ni fermer la porte, et s'était enfuie quelque part. Cependant, rien dans son dernier message n'indiquait une urgence ou un danger nécessitant une réponse immédiate sans respecter les protocoles de sécurité de base. À l'aide de lampes torches, la patrouille a commencé à fouiller les environs. Les traces de ses bottes
ont été trouvées presque immédiatement. Des empreintes distinctes menèrent de la porte du conducteur vers un chemin s'enfonçant profondément dans la forêt. Le sol dans cette zone était humide en raison du brouillard constant, ce qui rendait les traces faciles à lire. Le motif de la semelle correspondait aux bottes de travail standard des gardes forestiers que Maria portait. La trace suivait le chemin avec assurance, sans signe de trébuchement ou de déviation. La foulée était irrégulière et la distance entre les empreintes indiquait une vitesse de marche normale, sans course ni mouvement brusque. À environ 100 mètres du parking, sur une section de sentier parfaitement plat et bien tracé, la trace disparaissait. Il n'y avait pas d'estompage progressif des empreintes, ni de transition vers une surface plus rigide qui n'aurait pas conservé la trace. Juste la dernière empreinte de botte bien visible, puis plus rien. Le sentier continuait dans la même direction. Le sol restait humide et mou, capable d'enregistrer toute pression, mais il n'y avait plus aucune trace de vent, sur les côtés ou derrière. Une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle a immédiatement été lancée. 4 chiens de recherche spécialement entraînés, accompagnés de maîtres chiens expérimentés, ont été amenés sur le site. Les chiens ont reçu les vêtements de Maria provenant de son domicile et des objets personnels provenant de sa voiture pour les renifler. Les 4 chiens ont confidentiellement repéré l'odeur et ont mené le chemin le long du sentier dans la même direction que les empreintes de bottes. Ils ont parcouru les mêmes 300 pieds jusqu'au point où les traces disparaissaient. Là, les 4 chiens se sont arrêtés en même temps. Ils n'ont pas continué à avancer, ni à aller sur les côtés. Les chiens se sont simplement assis sur le sentier et ont refusé de bouger, malgré les ordres et les tentatives des maîtres chiens pour les encourager à continuer leur travail. Ce comportement synchronisé des 4 animaux était si inhabituel que le maître chien senior l'a noté comme un élément distinct dans le rapport. Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs semaines. Tous les sentiers, dans un rayon de 8 km autour de Klingmansdome, ont été passés au peigne fin, et les pentes, les gorges et les zones de forêt denses environnantes ont été fouillées. Des hélicoptères ont été utilisés pour la surveillance aérienne, et des caméras thermiques ont été utilisées pour détecter d'éventuels signes d'un corps dans les sous-bois. Toutes les grottes, crevasses et anciennes mines connues dans la région ont été inspectées. Maria Sanchez semblait s'être évaporée dans la nature sur un sentier plat. À 300 pieds de sa voiture, le moteur en marche. 7 mois plus tard, le 22 mai 2003, un groupe de randonneurs parcourait l'un des sentiers les moins fréquentés, à environ 13 km à l'est de Klingmansdome, à une altitude d'environ 1200 mètres. La zone était une forêt dense de feuillus, avec des sous-bois, de nombreux arbres tombés et des pentes raides menant à des ruisseaux. L'un des randonneurs s'est écarté du sentier pour prendre une photo de rhododendrons en fleurs et a remarqué quelque chose d'étrange parmi les racines d'un grand arbre. En s'approchant, il a vu une main humaine, partiellement recouverte de feuilles et de branches. La découverte a été immédiatement signalée aux autorités du parc. Une équipe d'enquêteurs et un médecin légiste sont arrivés sur les lieux le jour même. Le corps a été identifié comme étant celui de Maria Sanchez. Elle gisait dans une dépression naturelle peu profonde entre les racines de l'arbre, dans une position presque horizontale, face contre terre. Elle portait son uniforme, partiellement endommagé par le temps et les éléments. Sa radio avait disparu. Elle avait ses bottes aux pieds. L'examen n'a révélé aucun signe apparent de traumatisme compatible avec une chute d'une hauteur ou une attaque d'animal. Le médecin légiste n'a pas pu déterminer la cause exacte du décès en raison de l'état des tissus après 7 mois d'exposition aux intempéries et à la faune sauvage. La question clé restait posée.
Comment Maria s'était-elle retrouvée à 8 miles de l'endroit où elle avait disparu, 2300 pieds plus bas, dans une zone qui n'était pas visible depuis Clingman's Dome et qui ne faisait pas partie de son itinéraire de patrouille? Le trajet entre le point où le sentier disparaissait et l'endroit où le corps a été retrouvé ne suivait aucun sentier. Il s'agissait d'une forêt dense et impraticable, avec des pentes raides, des arbres tombés et des fourrés épais de rhododendrons qui auraient été difficiles à traverser, même pour un randonneur expérimenté. Dans son carnet de travail, retrouvé dans sa voiture, la dernière entrée datait du matin du 14 octobre. Elle concernait une inspection prévue des sentiers. Il n'y avait aucune mention d'observation inhabituelle ni d'intention de vérifier quoi que ce soit en dehors de l'itinéraire. La seule indication d'un événement inhabituel était son dernier message radio concernant un bruit semblable à un bourdonnement. Cependant, la nature de ce bruit, sa source et son lien avec les événements qui ont suivi restaient inconnus. Le fait que 4 chiens aient simultanément cessé de travailler à un moment donné fait toujours l'objet de discussions entre experts. Dans les scénarios classiques, si la piste s'interrompt en raison d'un changement de surface, de l'herbe ou des rochers, à l'eau ou à l'asphalte, les chiens continuent d'avancer, essayant de reprendre la piste plus loin. Si une personne avait été soulevée dans les airs ou transportée, les chiens auraient en y montré de l'inquiétude, mais n'auraient même pas cessé de travailler. Le refus simultané des 4 animaux indique quelque chose qui dépasse leur expérience acquise lors de leur dressage. Cependant, l'interprétation exacte de ce comportement reste sujette à débat. L'affaire a été classée avec la mention « mort dans des circonstances inexpliquées ». À l'endroit où la piste s'est arrêtée, les collègues de Maria ont installé une petite plaque commémorative. L'affaire a été enregistrée dans des bases de données non officielles sur les disparitions anormales dans les parcs nationaux américains, où des schémas similaires sont consignés avec une régularité alarmante. Un employé expérimenté disparaît dans des conditions de visibilité limitées, mais non nulles. Les chiens de recherche refusent simultanément de continuer à travailler. Le corps est retrouvé des mois plus tard dans un endroit où la personne n'aurait pas dû se retrouver compte tenu de son itinéraire et de son état. La cause du décès reste inconnue. La piste s'arrête sur une surface plane sans obstacle objectif. C'est tout, mes amis. Si vous avez aimé, mettez un « j'aime ». Écrivez votre opinion dans les commentaires. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à ces gardes forestiers? Partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les vrais mystères. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire.